التكتل قبل أن نعمل راحة وناكل شوية ونشرب شوية لأنه الحديث أنا سخن. Si Salim, c'est la responsabilité de ne pas trop donner soif à tout le monde. Je vous laisse le micro. Alors, s'il vous plaît. Partagé avec mes deux prédécesseurs. Non. Une remarque avant de passer le micro. Notre ambition n'était pas de vous faire tout connaître sur PDP, Nahda ou Takatul. Bien entendu, maintenant que vous les connaissez, il y a des brochures, il y a des programmes, il y a beaucoup d'informations sur Internet et il y a surtout des événements qui sont organisés pour que les Tunisiens comprennent ce que chacun fait. Je crois que Takatul organise un événement bientôt, je laisserai Salim en parler. Pour le PDP, je n'ai pas eu l'occasion d'assister pour que Sita nous en dise un mot. Je crois qu'il y a un événement bientôt, je crois que c'est demain, dimanche. Vous pouvez dire un mot là-dessus? Je m'excuse, merci de me donner l'occasion. Donc on aura un meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis dimanche à 14 h et on aura un meeting à Crité donc le 7, vendredi 7, et on a un meeting à Gennevilliers le samedi 8 octobre. Merci de m'avoir donné la possibilité d'annoncer ces événements. Je crois que pour Nahda, il y a aussi des événements qui sont organisés, vous pourrez nous les faire savoir aussi. فما برنامج سي عامر نهضة فما ملتقى في القريب في اكتوبر اكيد. اوكي مرحبا سي سليم سي دافو. بارك الله فيك. اهلا وسهلا، اسمي سليم بن عبد السلام اللي ما يعرفونيش، وانا قائمة التكتل في دائرة فرنسا الشمالية. باش نقدم لكم باختصار البرنامج نتاع التكتل خاطر ما عندناش الوقت باش نقدموا كل شيء اليوم. البرنامج نتاع التكتل اللي يخص تونس كاملة واللي يخص بصفة مانيير بلو بريسيز التوانسة المقيمين بالخارج. كان تحب الميكرو ما يمشيش قربوا شوية هكا 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 باهي مش مستاهل Il faut le coller à la lèvre, Aïcha. coller à la lèvre, هكا. On m'entend, voilà. Bon, تسمعوا فيا هكا ولا؟ C'est bon. Bon. كان تحبوا تطلعوا على برنامج التكتل بصفة على برنامج التكتل الكامل غدوة عندنا ان ايفينمون ميري دو 13 مع الساعة الثانية مساء من 2h à 5h عاصي بوصل بن جعفر واعضاء القائمة نتاع فرنسا الشمالية وفرنسا الجنوبية كذلك. Voilà, donc je vais commencer par un exposé sur le lendemain de la révolution tunisienne. Que nous a révélé cette révolution? Avant tout, il faut voir d'où est partie cette révolution et les premiers messages qui ont été envoyés à la population tunisienne et aux partis que nous représentons aujourd'hui. Cette révolution, comme chacun le sait, est partie des zones les plus défavorisées de l'intérieur de la Tunisie. C'est une révolution qui est partie en posant des questions d'ordre social, avant tout. Toute autre chose, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, les questions qui se posent à nous, effectivement, nous sommes là, candidats pour à une assemblée constituante qui aura la lourde mission d'écrire une nouvelle constitution que nous voulons en rupture par rapport à celle de la dictature qui a précédé. Mais aussi, il ne faut oublier en aucun cas le message qui a été lancé à ce moment-là, avec une forte demande sociale qui nous oblige à répondre urgemment à ces questions. C'est pour cette raison que Takatul a décidé de présenter un programme qui s'intéressait non seulement à la Constitution, mais aussi un programme global pour toute la Tunisie. Il s'intéressait notamment aux questions économiques et sociales et qui leur donnait une large part. Nous parlerons aussi, ces questions d'éducation, des questions de culture sont tout aussi importantes. Mais je vais commencer par les questions constitutionnelles, puisque c'est quand même l'objet de l'Assemblée constituante qui verra le jour dans quelques temps. Sur le plan constitutionnel, nous avons eu le souci à Takatul de penser un régime qui nous permette d'éviter les crises ou de les surmonter du moins. Nous voyons aujourd'hui, sans être devin, que le paysage politique tunisien ne sera pas un paysage divisé en deux partis. Une majorité, une opposition homogène, mais bon, il y a de fortes chances que ce paysage politique soit un paysage
morcelé, divisé, divers. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose de mauvais, parce qu'après une révolution, on a besoin de s'exprimer. À Takatul, nous nous sommes battus pour le scrutin proportionnel. Nous l'avons obtenu. Parce qu'effectivement, nous imaginions mal de commencer une révolution en confisquant la parole à des minorités ou à des petits courants de pensée. Nous pensons que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Le scrutin majoritaire ne l'aurait pas permis, et nous sommes aujourd'hui favorables à l'inscription dans la Constitution du scrutin proportionnel. Ça, c'est la façon à laquelle on va arriver avec laquelle nous arriverons à nous exprimer. Concernant l'architecture du nouveau régime, j'avais dit que nous voulions avant tout avoir un régime qui permette de sortir des crises. C'est pour ça que nous avons le régime que nous proposons aujourd'hui est un régime basé sur l'existence d'un président avec des pouvoirs réduits. Mais ce qui nous différencie de certains autres partis, c'est que le président tel que nous l'envisageons aura un pouvoir de dissolution. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. De l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qui sera une chambre unique. J'expliquerai aussi pourquoi nous sommes pour l'option monocamérale et pas pour l'option bicamérale. Enfin, un Premier ministre qui émanera du Parlement, qui sera responsable devant lui. Sur ces trois principaux acteurs, s'ajoute une Cour constitutionnelle qui aura un rôle de contrôle de l'action du pouvoir public et plusieurs autorités indépendantes qui, chacune dans leur domaine, devront intervenir pour faire respecter la loi. Concernant les trois pouvoirs que l'on de citer, bien sûr il y a aussi la justice, qu'on appelle pouvoir ou pas pouvoir, mais je crois qu'en Tunisie c'est un sujet suffisamment important pour en parler comme étant le quatrième pouvoir. Le troisième pouvoir, le quatrième pouvoir pour nous étant la presse, qui n'est pas non plus à négliger. Concernant l'architecture des trois pouvoirs, pourquoi nous voulons une chambre monocamérale, une chambre unique et un président qui ait le droit de dissolution une fois pendant son mandat, une seule fois? Une chambre monocamérale, nous la justifions parce que nous voulons renforcer le Parlement. Le bicaméralisme, qui existe dans beaucoup de démocraties, dans la majorité d'entre elles, contrairement aux apparences, affaiblit le pouvoir du Parlement. Parce que nous avons deux chambres qui peuvent avoir deux légitimités différentes et qui peuvent justement se contrecarrer l'une et l'autre. Nous préférons donc une légitimité unique parlementaire, exprimée à l'instant T, et que la majorité parlementaire puisse accomplir sa politique durant toute la durée de son mandat. C'est une des conditions du renforcement du Parlement, d'autant plus que le morcellement du paysage politique tunisien ne facilitera pas la cohérence du paysage politique. Donc voilà la justification de l'option d'un Parlement monocaméral. Pourquoi le droit de dissolution? Effectivement, en apparence, on peut croire que l'absence de droit de dissolution peut être une garantie de démocratie. Eh bien, imaginez une chose. Un Parlement privé de majorité, un Parlement morcelé avec plein de petites formations, une difficulté pour atteindre 50%. L'absence de droit de dissolution entre les mains du président, ça voudrait dire que pendant 5 ans, pendant la durée d'un mandat, nous devrions vivre avec un Parlement incapable de fonctionner et avec un gouvernement incapable de gouverner. Ou alors encore pire, sans gouvernement. Moi, je ne souhaite pas à la Tunisie le destin de la Belgique qui, depuis 2 ans, est sans gouvernement. Voilà. Donc pour ces raisons-là, nous avons pensé que donner le droit de dissolution au président de la République était indispensable, mais pour éviter les excès, ça sera une seule fois durant tout son mandat. Si, cette fois-ci, la fois où il a utilisé, le Parlement ressort de manière le nouveau Parlement élu est tout aussi paralysé que le précédent, et bien là, il faudra engager d'autres solutions. Le président devra peut-être remettre en cause son mandat, mais ça, nous le verrons. Donc voilà, cette architecture permet, à notre sens, d'éviter les crises auxquelles nous pouvons faire face dans ce nouveau régime. Quant au gouvernement, il sera évidemment responsable devant le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement pourra censurer le gouvernement, un gouvernement qui ne correspond plus aux attentes du Parlement ou qui n'a plus de majorité au Parlement. Ça, c'est le b.a.-ba de n'importe quelle démocratie. Comme vous le voyez, notre régime est un régime mixte, qui n'est ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire. Et nous mettons en garde tous les électeurs tunisiens contre les dangers que représentent ces deux régimes appliqués au cas tunisien. Un régime parlementaire, dernière chose, je voulais dire sur un pouvoir du président qui sera celui d'appeler le Premier ministre. Il ne pourra pas appeler n'importe qui. Il n'appellera pas le chef du parti arrivé en tête. Parce que le chef de ce parti arrivé en tête, s'il n'a pas de majorité, ne sera pas capable de gouverner. Le président, dans l'exercice de ses pouvoirs, appellera le probable chef de la majorité, c'est-à-dire le chef du parti qui sera capable de rassembler la majorité la plus large possible, qui aurait le plus de chances de constituer une majorité. C'est un point important à préciser. À côté de tous ces pouvoirs, la Cour constitutionnelle aura un grand pouvoir qui sera celui de contrôler l'action de l'exécutif, du législatif, et de contrôler la constitutionnalité des lois, la constitutionnalité et aussi la conformité des lois aux traités signés par la Tunisie, aux traités internationaux.
ce Conseil constitutionnel doit pouvoir être saisi par les principales autorités de l'État, mais aussi par l'opposition, c'est un droit démocratique, par des parlementaires de l'opposition, c'est un droit démocratique auquel on ne peut pas déroger. Enfin, concernant les droits qu'on veut consacrer dans cette Constitution, parce qu'on veut une Constitution de rupture. Nous étions sous une dictature, aujourd'hui il est temps de consacrer des droits très importants, des libertés, mais aussi des droits sociaux, des droits de la femme. Et aujourd'hui, nous voulons que dans la Constitution, il y ait une déclaration, pas une déclaration supraconstitutionnelle, parce que ça ne veut rien dire. La Constitution, c'est le peuple qui la vote, le peuple qui la change. Mais une déclaration de droit qui soit incorporée à la Constitution. Et nous serons le premier pays arabo-musulman à avoir une déclaration de ce type dans sa Constitution. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nous avons été les pionniers pour la Révolution, j'espère que nous serons les pionniers pour la défense des droits et la consécration des droits individuels et collectifs. À côté de ces pouvoirs, la justice est effectivement une question cruciale. Aujourd'hui, on voit que la justice n'a jamais été vraiment juste en Tunisie, n'a jamais vraiment été sincère et des problèmes sont encore posés. Comment garantir une justice indépendante? Il y a une réforme, s'il fallait faire une réforme aujourd'hui, ça serait la suivante. Garantir l'inamovibilité des juges. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas bouger un juge du poste où il se trouve sans son consentement. Ça existe dans toutes les démocraties. En Tunisie, ça n'existe pas. Normal, nous étions sous une dictature et on pouvait faire ce qu'on voulait des juges ou les jeter en prison quand ils rendaient un jugement qui ne leur plaisait pas. Demain, ce qu'il faudra, c'est qu'un juge qui sera nommé quelque part ne puisse pas partir sans son consentement, qu'on ne puisse pas se débarrasser de lui s'il instruit une affaire gênante. Il faut aussi un Conseil supérieur de la magistrature qui ne soit pas entre les mains du gouvernement et qui ait la possibilité de nommer les juges, qui soient élus par les juges eux-mêmes, par les magistrats eux-mêmes. Donc il y aurait une vraie légitimité de ce côté-là. Et qui aurait la main, le pouvoir de nommer les juges et d'exercer le pouvoir disciplinaire. En dehors de la justice elle-même, nous sommes favorables à la création d'autorités administratives indépendantes. Ça existe aussi dans beaucoup de démocraties, nous n'inventons rien de ce côté-là, mais nous inspirons simplement des solutions qui ont marché. J'en citerai quelques-unes dans quelques domaines qui nous semblent importants. Une autorité indépendante qui aura pour rôle de contrôler l'exercice des cultes dans les lieux de culte. Pourquoi? Pour assurer la séparation du religieux et du politique. Parce que justement, nous sommes, pour que la Tunisie reste dans sa constitution, dans son article 1er, un État dont la langue est l'arabe et dont la religion est l'islam, mais nous refusons tout usage détourné des lieux de culte, à savoir pas de politique dans les lieux de culte, clairement. Là, aujourd'hui, cette autorité administrative indépendante qui sera créée, composée de personnalités incontestables, nommées, nous verrons le mode de nomination, cela pourrait être une majorité qualifiée au Parlement. Pourquoi une majorité qualifiée? Pour que ça ne reste pas, la nomination ne reste pas entre les mains de la seule majorité, mais qu'il y ait un consensus entre majorité et opposition, ou entre l'essentiel des formations politiques. Cette autorité sera composée de personnalités compétentes, à la compétence reconnue, il faudra avoir certaines compétences pour en faire partie, mais aussi à l'autorité incontestable dans le domaine dans lequel il s'agisse. Interdire la politique dans les lieux de culte, c'est quelque chose de très important, parce que les lieux de culte ne servent pas à ça. C'est des lieux de recueillement, des lieux de prière, des lieux où on se retrouve, en aucun cas des lieux pour faire de la politique. Et là, cette autorité, son rôle sera quoi? On peut nous dire quel sera son rôle? Eh bien, elle pourra recevoir des plaintes, mener des enquêtes et sanctionner ou saisir la justice. Tout cela est calqué sur le fonctionnement des autorités administratives indépendantes qui existent déjà ailleurs et qui fonctionnent bien. Autre autorité administrative indépendante que nous envisageons, c'est une autorité administrative indépendante gardienne de l'action des forces de sécurité. Pourquoi? Nous avons vu sous l'Ancien Régime les débordements des forces de sécurité. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés avec la chute de l'Ancien Régime. On a pu voir dans certaines manifestations, certains l'ont vu de leurs propres yeux, d'autres ont pu le voir sur Facebook, sur des images rarement transmises à la télé, c'est plutôt Facebook qui a transmis ces images, de gens qui étaient battus à terre par des membres des forces de l'ordre, qui étaient à l'évidence qu'on n'avait plus à maîtriser, et c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Je rappelle que Takatul TTL est un parti qui, dans ses principes essentiels, parmi ses principes essentiels, compte la défense des libertés et la défense du monde du travail. Pour la défense du monde des libertés, rappelons que le parti des dirigeants Takatul, des militants de Takatul sont venus de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui était encore une fois la première Ligue tunisienne des droits de l'homme du monde arabe, du monde musulman et de l'Afrique. Donc là aussi, nous avons été pionniers. Cette autorité indépendante aura, de la même manière que l'autre, la possibilité de
recueillir des plaintes, de s'autosaisir sur des cas de violation des droits ou de dépassement de leurs compétences par les forces de l'ordre. Elle pourra effectivement mener des enquêtes et prononcer des sanctions ou saisir la justice. Autres autorités que nous envisageons de créer, une autorité de contrôle des médias et des sondages, parce que nous voyons qu'une démocratie, une vraie démocratie, ne peut pas fonctionner sans des règles fixant le financement des partis politiques. C'est un point qui, effectivement, a beaucoup cristallisé l'attention et sur lesquels nos trois partis qui sont là n'ont pas une position unanime, mais c'est aussi l'essentiel dans une démocratie et d'avoir des médias et qui puissent non pas être contrôlés, mais qui puissent avoir une action sincère et des sondages qui puissent être sincères. Je prends des exemples à l'étranger, vous verrez très bien ce que je veux dire. Je prends l'exemple de l'Italie, où l'homme le plus riche du pays a acheté son pays. Grâce à quoi? Grâce à sa fortune et grâce à ses télévisions et ses journaux. Et le problème, c'est les concentrations médiatiques. Donc là, cette autorité, nous ferons des lois pour éviter la concentration médiatique et cette autorité sera chargée de contrôler le respect de ces concentrations, pas plus d'un certain seuil entre les mains d'une même personne, et au-delà de tout ça, de contrôler l'équilibre des temps de parole dans les médias, que tout le monde puisse avoir accès aux médias en fonction de sa représentativité aussi, et à côté, pour les organes de presse, même chose, éviter la diffamation et permettre que la presse, et faire en sorte que la presse soit un organe qui aide la démocratie et pas qui oriente la démocratie dans le sens de sa confiscation. La dernière autorité que nous envisageons plusieurs, mais là je vais m'arrêter à 4 parce que c'est déjà pas mal, vous voyez ce que sont. C'est une autorité de contrôle des opérations de bourse et des opérations financières. Vous voyez aujourd'hui, inutile de faire un dessin, à quel point de telles opérations, quand elles ne sont pas contrôlées, peuvent fausser le jeu démocratique. Et à quel point l'argent peut fausser le jeu démocratique. Et bien tout ça sera contrôlé aussi par une autorité indépendante désignée de la même manière que les autres. Voilà pour l'architecture du régime que nous envisageons de mettre en place. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter à l'essentiel. Parce que l'autre question qui est très importante pour nous, je disais, c'était celle qui était partie, d'où était partie la révolution. C'est-à-dire des questions économiques et sociales. Le chômage, la pauvreté et l'éducation. Parce que c'est l'éducation, c'est grâce à une éducation efficace qu'on permet au plus grand nombre de trouver du travail et d'avoir une vie décente. Aujourd'hui, le problème du chômage, on l'a vu, et existe partout en Tunisie. Il n'y a pas une région de Tunisie qui n'est pas touchée par le chômage en certaines proportions. Même dans les régions prospères, la pauvreté existe. Il suffit de voir les banlieues de Tunis. Voilà, on voit ce que c'est. Moi j'ai grandi à Tunis, oui, je vois ça. À côté, il y a des régions encore plus en difficulté, qui sont les régions de l'intérieur, d'où est partie la révolution. Elles doivent constituer la priorité. Et la majorité des investissements doivent effectivement se diriger vers ces régions-là. Mais nous pensons que tout le monde doit pouvoir bénéficier des plans de lutte anti-chômage. Et le principal projet